Dernièrement, il y a une association de médecins spécialistes qui s'appelle le Remédic. Ils m'ont contacté pour que je vienne former les médecins sur l'entrepreneuriat médical. C'était la semaine dernière. Et c'était juste samedi, c'est-à-dire juste après vous. C'est-à-dire que quand on a fini, j'étais obligé de me rendre à Yaoundé pour ça. Et pendant cette conférence et cette formation, dans la salle, il y avait principalement les médecins spécialistes. Et je peux vous dire que quand tu vas venir te placer devant pour parler devant des médecins spécialistes, la première chose qui se pose, et qui presque tous sont tes aînés de parfois plus de 15 ans, la première question qui se pose, mais celui-ci, il est qui? Pour venir nous parler de l'entrepreneuriat médical. La seule chose qui fait taire les gens et fait en sorte qu'à un moment donné, ils prennent les notes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils viennent à la fin du coup, ouais, s'il te plaît, on peut se rencontrer quand? Ce sont les résultats. Ça veut dire quand ils voient les résultats et ils comprennent qu'en fait, tu as vraiment quelque chose à leur partager parce qu'il y a une étape que tu as eu à franchir, il y a des résultats que tu as obtenus, que eux, ils n'arrivent même pas encore à franchir le pas. Donc, n'ayez pas peur au début des critiques. C'est pour ça que j'aime toujours dire, on va se moquer de vous, on va vous insulter, mais dites-vous juste que je dois avoir mes résultats. Quand j'aurai mes résultats, les gens sauront que j'ai qualité. Alors, l'autre chose maintenant à prendre en considération au niveau du fond, et c'est quelque chose de très important, c'est le storytelling. Le storytelling. Alors, c'est quoi le storytelling? Le storytelling, c'est le fait de pouvoir transmettre un message en utilisant une histoire. Ça veut dire, au lieu de présenter uniquement le message de façon directe, vous allez raconter une histoire à travers laquelle le message va ressortir. Je vais prendre un exemple de storytelling. 2015, je suis médecin à l'hôpital régional de Bafoussam. À l'hôpital régional de Bafoussam, il y a un service où je travaillais, notamment le service des urgences. Et 3 fois par semaine, donc, j'étais aux urgences, je travaillais avec le médecin titulaire dans le but de pouvoir offrir des prestations aux patients qui venaient aux urgences. Un jour, on reçoit donc un patient qui arrive, c'était une dame âgée de 23 ans. Et quand je la consulte, je me rends compte que c'est une dame qui recherche un enfant depuis plus de 4 ans. Depuis plus de 4 ans, elle essaye d'avoir un enfant, elle n'y arrive pas. Donc, elle souffre d'une infertilité. Il était donc question de rechercher quelles sont les causes de son infertilité. On a commencé à la suivre, on l'a suivi, on l'a suivi, on l'a suivi. On l'a suivi pendant 1 an. On a identifié les causes, on a essayé de traiter, de la suivre, de le traiter, de la suivre. Et 1 an après, plus exactement 1 an, 2 mois, un jour, elle m'envoie un message. Et quand je reçois le message, elle me dit « Docteur, j'ai enfin pu tomber enceinte ». Elle me montre la photo de son test de grossesse. Je me rappelle ce jour, c'était carrément de la liesse. Parce que après avoir travaillé autant et avec autant d'acharnement, on avait réussi à faire en sorte qu'elle puisse atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé 4 ans auparavant. Et on commence à se dire, c'est quand même une grossesse précieuse, parce que si elle recherche l'enfant depuis autant d'années, il faudrait que cette grossesse se déroule de la manière la plus harmonieuse possible. Donc on commence donc ses visites médicales, on la suit, on la suit, on la suit, on la suit. Et à partir d'un moment de sa grossesse, on se rend compte qu'elle a une anomalie du placenta qui s'appelle le placenta praevia. C'est-à-dire c'est quand le placenta est très bas situé et à tout moment, il peut commencer à saigner et ça peut à tout moment entraîner un avortement spontané et faire en sorte que la dame perde beaucoup de sang et parfois même ait des hémorragies qui peuvent être fatales. Et lorsque une dame a une anomalie pareille du placenta, qu'est-ce qu'on fait en général? Il faut que les consultations prénatales soient plus accentuées, il faut que le suivi soit plus régulier et plus strict. Et il y a certaines conditions qu'elle doit pouvoir respecter afin que les complications ne puissent pas survenir. Et c'est ce qu'on a tenu à faire, parce que grossesse précieuse, il faudrait vraiment qu'on ait un suivi particulier et méticuleux. Alors, à 8 mois de grossesse, un jour, elle arrive à l'hôpital à 23 heures. Quand on la reçoit aux urgences, elle saignait abondamment. On arrive en salle d'accouchement, on se rend donc compte qu'elle a commencé à saigner. Et elle avait commencé à saigner depuis la maison, depuis plus de 2 heures de temps. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une urgence médicale absolue. Il faut urgemment l'amener au bloc opératoire. On ne peut pas attendre qu'elle soit en train de travailler, dire qu'elle pousse, non. Il faut aller au bloc, ouvrir rapidement, sauver l'enfant et la sauver elle-même. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Pour arriver au bloc, il faut du sang. Et quand on fait une évaluation rapide, on se rend compte qu'il faut au moins 3 poches de sang pour qu'on puisse la sauver. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à l'hôpital, il n'y a pas de sang. Elle est au résus négatif.
On essaye de chercher partout, on ne trouve pas le sang. Les gens de sa famille viennent, on teste, on ne trouve pas. On cherche dans tous les environs, on ne trouve pas le sang. 1 heure de temps, on ne trouve pas le sang. 1h30, on ne trouve pas le sang. On se dit non, on ne va pas attendre. Pendant que vous continuez de chercher le sang, on va aller au bloc opératoire. Il faut qu'on sauve l'enfant parce que son cœur continue toujours de battre. On arrive au bloc opératoire, on ouvre, on réussit à sauver l'enfant. Quelques minutes après, elle décède. Et ce jour-là, on s'est mis à pleurer au bloc opératoire. Et on se disait, mais attends, voilà une dame qui recherchait l'enfant depuis plus de 4 ans. On l'a suivie. Elle a une complication où on a besoin du sang et on ne trouve pas le sang. Ce n'est pas qu'elle n'a pas d'argent. C'est juste qu'en fait, le sang n'est pas disponible. Et je me dis, mais comment des gens peuvent mourir encore de ce type de problème chez nous? C'est là où je commence à m'intéresser à cette thématique pour essayer de savoir s'il y a d'autres personnes qui décèdent de cette façon. Parce qu'il faudrait qu'on puisse enfin apporter une solution pertinente à cela. C'est là où maintenant je me rends compte, 2 ans plus tard, en 2017, que le ministère de la Santé publique a eu à faire un travail scientifique dessus et ils ont évalué le nombre de poches à 400 000 poches. Et en réalité, cette année, ils n'avaient pu récolter que 91 000. Et là, je continue à présenter le projet et la solution, etc. Je viens de créer le Claudel Numbissier Business Group, un groupe dans lequel nous parlons business, affaires et opportunités. Si c'est un groupe qui t'intéresse, écris-moi inbox.